Bonsoir à tous, coucou Kniletti, comment tu vas? Ah, vous êtes super penchés, c'est de pire en pire, la tour de Pise ici. On voyage en Italie. J'espère que vous allez bien, désolée pour ce petit temps d'attente, j'étais en train de régler tous les petits problèmes techniques avant de commencer. Donc ce soir on va terminer de résoudre l'enquête que nous a proposée Agatha Christie dans le crime de l'Orient Express qu'on commence maintenant depuis un petit moment puisqu'on l'avait commencé pendant la période des fêtes. Ça passe tellement vite, ça m'impressionne. Pour ceux qui n'auraient pas pu avoir l'occasion de suivre le live de la semaine dernière, j'ai mis une photo du tableau à son dernier état sur le Discord qui s'appelle Orient Express, je crois. D'ailleurs, je vais vous envoyer une photo de celui-ci aussi. Si vraiment vous avez besoin de relire un peu tous les indices qu'on a pu trouver, qu'on a pu déceler, rappelez-vous que Hercule Poirot a fait un espèce de chapitre dans lequel il recense tous les personnages, leurs preuves, les présomptions et leur alibi, ce qui permettra quand même d'avoir une bonne base pour résumer globalement où est-ce qu'on en est dans l'affaire. On va donc commencer le chapitre 4. Excusez-moi, j'avais un besoin soudain d'arracher ma peau des lèvres. Ce genre de tic insupportable. Et donc pour ceux qui suivent avec le livre à la maison ou bien lors des rediffusions, on en est au chapitre 4 de la troisième partie, si je ne dis pas de bêtises, qui s'intitule « Une tache de graisse sur un passeport hongrois ». Poirot partageait sa table avec Monsieur Bouc et le docteur Constantine. Dans le wagon-restaurant, tout le monde semblait très démoralisé. La volubile Madame Hubbard elle-même se montrait étrangement taciturne. Elle avait murmuré avant de s'asseoir « Je ne crois pas que je pourrais avaler la moindre bouchée ». Sur quoi, elle s'était servie tout ce qui lui était présenté, vivement encouragée par Greta Olson, qui s'était instituée garde-malade. C'est vraiment une mytho, Madame Hubbard. Avant que le service ne commence, Poirot avait pris le maître d'hôtel par le bras et lui avait glissé quelques mots à l'oreille. Le docteur Constantine croyait savoir ce dont il s'agissait, car il avait remarqué que le comte et la comtesse Andrénaï étaient toujours servis les derniers. À la fin du repas, ils avaient dû attendre leur addition un moment. C'est pourquoi il se trouvait maintenant seul avec Poirot et c'est pourquoi il se trouvait maintenant seul avec Poirot et ses deux compagnons. À l'instant où il se levait pour se diriger vers la porte, Poirot quitta sa table et se précipita vers eux. « Excusez-moi, madame la comtesse, dit-il en lui tendant le petit carré de batiste monogrammé. Vous venez de perdre votre mouchoir. Elle le prit, le regarda un instant, puis le lui rendit. Vous vous trompez, monsieur. Ce mouchoir n'est pas à moi. Pas à vous? Vous êtes sûre? Sûre et certaine, monsieur. Et pourtant, madame, il est marqué à votre initiale, un H. Le comte Andrénaï s'agita. Poirot n'y prêta aucune attention. Il fixait la comtesse droit dans les yeux. Je ne comprends pas, monsieur, répondit-elle sans baisser le regard. Mes initiales sont E.A. Je ne crois pas, madame la comtesse. Votre prénom est Helena avec un H, pas avec un E. Vous êtes Helena Goldenberg, la fille cadette de Linda Arden. Helena Goldenberg, la jeune sœur de madame Armstrong. Il y eut un silence de mort. Le comte et la comtesse avaient blêmi. Poirot reprit d'un ton plus aimable. Il ne servirait à rien de nier. C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Le comte Andrénaï éclata. « Monsieur, vous n'avez pas le droit !» Mais la comtesse l'interrompit, lui posant tendrement la main sur les lèvres. « Non, Rudolphe, laisse-moi parler. Il est inutile de contredire ce que dit monsieur. Nous ferions mieux de nous asseoir et d'aller au fond des choses. » La voix de la comtesse s'était transformée. Elle conservait la richesse méridionale de ses nuances, mais tout sonnait maintenant avec plus de clarté et de netteté. Pour la première fois, on découvrait un authentique accent américain. Le comte se taisait. Il s'assit sans protester quand Poirot leur fit signe à tous deux de prendre place en face de lui. « Ce que vous dites est parfaitement exact, commença la comtesse. Je suis bien Helena Goldenberg, la sœur cadette de madame Armstrong. »« Vous ne me l'aviez pas dit ce matin, madame la comtesse. »« Non. En fait, ce que votre mari et vous-même m'avez raconté n'était qu'un tissu de mensonge. »« Monsieur, je ne vous permets pas, s'insurgea le comte. Ne vous fâchez pas, Rudolphe. Monsieur Poirot dit les choses sans prendre de gants, mais il n'a pas tort. Je suis heureux, madame la comtesse, que vous reconnaissiez les faits aussi facilement. Mais j'aimerais que vous me disiez le motif de vos mensonges, comme ce qui vous a poussé à maquiller votre prénom sur votre passeport. J'en suis le seul responsable, trancha le comte. Je suis certain, monsieur Poirot, que vous comprenez mes motifs. Nos motifs, reprit doucement la comtesse. L'homme qui a été tué était l'assassin de ma nièce. Il a provoqué la mort de ma sœur. Il a poussé mon beau-frère au désespoir. 3 des personnes que j'aimais le plus au monde et qui représentaient tout pour moi.
Elle vibrait de passion contenue. Elle était la digne fille d'une mère qui avait su émouvoir aux larmes son public. Parmi tous ceux qui se trouvent dans ce train, continua-t-elle plus calmement, je suis sans doute la seule qui ait une vraie raison de le tuer. Mais vous ne l'avez pas tué? Je vous en donne ma parole, monsieur Poirot, et mon mari pourra le jurer aussi. Aussi grande qu'ait pu être la tentation, je n'ai jamais levé ne serait-ce que le petit doigt contre cet individu. Moi aussi, messieurs, intervint le comte. Je vous donne ma parole d'honneur qu'Héléna n'a pas quitté son compartiment la nuit dernière. Elle avait pris un somnifère comme je vous l'ai dit. Elle est totalement innocente. Poirot les regardait tous les deux. Ma parole d'honneur, répéta le comte. Et pourtant, dit Poirot en hochant la tête, vous avez décidé de maquiller votre passeport. Monsieur Poirot, répondit le comte d'une voix à la fois sincère et passionnée, je vous prie de considérer ma situation. Pensez-vous que je puisse tolérer de voir mon épouse mêlée à une affaire aussi sordide? Elle est innocente. Moi, je le sais. Mais ce qu'elle vous a dit est vrai. À cause de ses liens avec la famille Armstrong, elle aurait été tout de suite suspectée. On l'aurait interrogée. Arrêtée, peut-être. C'est ce qui se serait passé, j'en suis sûre, puisque le mauvais sort nous avait amenés à nous trouver dans le même train que cette immonde Ratchet. J'admets, monsieur, que je vous ai menti. Sauf sur un point. Mon épouse, cette nuit, n'a pas quitté son compartiment. Il s'exprimait avec un sérieux qu'il était difficile de contester. Je ne dirai pas, monsieur le comte, que je ne vous crois pas. Je vous sais de noble et ancien lignage. Il vous serait bien évidemment odieux que votre femme soit mêlée à une déplaisante affaire criminelle. Tout cela, croyez-moi, je le comprends. Mais voulez-vous me dire, je vous prie, comment vous expliquez la présence d'un mouchoir de votre épouse dans le compartiment de l'homme qui a été tué? Ce mouchoir n'est pas à moi, intervint la comtesse. Il est pourtant marqué de la lettre H. C'est comme cela. Je reconnais que j'ai des mouchoirs qui ressemblent à celui-là, mais ils ne sont pas exactement pareils. Je sais que je ne peux pas espérer que vous allez me croire, mais je vous assure que ce mouchoir n'est pas à moi. Quelqu'un pourrait l'avoir laissé sur les lieux du crime pour diriger les soupçons sur vous. Vous êtes en train d'essayer de me faire avouer que, tout bien considéré, ce mouchoir m'appartient, n'est-ce pas? Sourit la comtesse. Mais ce n'est vraiment pas le cas, monsieur Poirot. Elle s'exprimait avec toute la sincérité du monde. Eh bien, si ce mouchoir n'est pas à vous, pourquoi avez-vous maquillé votre nom sur votre passeport? Parce que nous avions appris qu'on avait découvert ce mouchoir avec ce H, répondit le comte. Nous en avons parlé ensemble avant que vous ne nous interrogiez. J'ai dit à Héléna que si on voyait que son prénom commençait par un H, l'interrogatoire risquerait d'être bien plus serré. Et puis ce n'était pas difficile à faire. Changer Héléna en Héléna, donc avec un H et sans le H, ne nous a pas causé de difficultés. Monsieur le comte, remarqua sèchement Poirot, vous avez toutes les caractéristiques d'un grand criminel, beaucoup d'ingéniosité naturelle et apparemment aucun scrupule à tromper la justice. Non, 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 s'écria la jeune femme passant du français à l'anglais. Il vous a tout expliqué, monsieur Poirot. J'avais peur, j'étais morte de peur, vous comprenez? Cette histoire, cela a été tellement affreux. Je ne voulais pas que ça recommence. Et en plus, être considérée comme suspecte avec la possibilité d'être jetée en prison, j'avais tout bonnement une frousse bleue, monsieur Poirot. Vous pouvez comprendre ça? Sa voix était superbe, profonde, modulée, séduisante. Une voix que seule la fille de Linda Arden pouvait posséder. Poirot la regarda avec beaucoup de gravité. Si vous voulez m'amener à vous croire, madame la comtesse, et je ne dis pas que je ne vous croirai pas, alors il faut m'aider. Vous aider? Oui. Il faut rechercher le mobile de ce meurtre dans le passé, dans ce drame qui a brisé votre famille et qui a endeuillé votre enfance. Emmenez-moi dans ce passé, madame la comtesse, pour que je puisse trouver le fil d'Ariane qui me permettra de comprendre toute cette histoire. Que pourrais-je bien vous dire? Ils sont tous morts. Morts. Robert, Sonia et Daisy, ce trésor. Elle était si adorable, si gaie. Je me souviens de ses petites boucles. Nous en étions tous fous. Il y eut aussi une autre victime, madame la comtesse. Une victime indirecte, si je puis dire. Cette pauvre Suzanne. Oui, c'est vrai, je l'avais oubliée. La police l'avait interrogée, ils étaient convaincus qu'elle était impliquée dans l'affaire. Peut-être avait-il raison. Mais si elle avait fait une bêtise, c'était en toute innocence. Il semble qu'elle avait trop parlé à quelqu'un, qu'elle avait raconté où elle emmenait Daisy, et quand la pauvre fille a pris tout cela terriblement à cœur. Elle croyait qu'on allait la tenir pour responsable, et elle s'est jetée par la fenêtre. Mon Dieu, c'était affreux, conclut la comtesse en frissonnant.
Je suis présente ce soir quand je suis en congé MDR, je préfère en parler, juste hâte de le quitter. Je te comprends tout à fait, moi aussi je suis dans une situation où je kiffe pas mon taf, mais on doit tous payer notre loyer. Profite bien de ton congé alors, repose-toi bien et enfin tes dernières heures de congé, mais après c'est le week-end, donc ça te fait un long week-end. Qui d'ailleurs, je sais même pas ce que vous faites, dites-moi dans le chat ce que vous faites dans la vie, pour ceux qui sont à l'aise avec l'idée de raconter leur vie privée sur le chat. De quelle nationalité était-elle, Madame la Comtesse? Elle était française. Et son nom de famille? Ah, c'est idiot, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais tout le monde l'appelait Suzanne. Une jolie fille. Très souriante. Elle adorait Daisy. C'était la bonne d'enfant, n'est-ce pas? Oui. Et qui était la nurse? Une infirmière diplômée. Je crois qu'elle s'appelait Stengelberg. Elle adorait Daisy, elle aussi, ainsi que ma sœur. Maintenant, Madame la Comtesse, je voudrais que vous réfléchissiez bien avant de répondre à la question que je vais vous poser. Depuis que vous êtes montée dans ce train, avez-vous reconnu l'une de vos connaissances? Moi? Non, pas du tout, dit-elle sans quitter Poirot du regard. Même pas la princesse Dragomirov. Elle? Ah si, bien sûr, je l'ai reconnue. Je pensais que vous vouliez parler de quelqu'un de cette époque. Mais c'était le cas, Madame la Comtesse. Mais maintenant, réfléchissez profondément. Bien des années ont passé, il ne faut pas l'oublier. La personne en question peut avoir changé. Non, j'en suis sûre, il n'y a personne, souffla la comtesse après une longue réflexion. Vous-même, au moment du drame, vous n'étiez encore qu'une petite fille. Il n'y avait personne pour surveiller vos devoirs ou pour s'occuper de vous? Oh si, j'avais un dragon, une femme qui était à la fois ma gouvernante et la secrétaire de Sonia, une Anglaise, enfin une Écossaise plutôt, une grande femme aux cheveux roux. Et comment s'appelait-elle? Mademoiselle Fribody. Jeune ou âgée? Je la trouvais épouvantablement vieille, mais je pense qu'elle n'avait pas plus de 40 ans. Naturellement, c'était Suzanne qui s'occupait de mes vêtements et qui me donnait mon bain. Et qui d'autre y avait-il encore dans la maison? Seulement des domestiques. Et vous êtes sûre, Madame la Comtesse, que vous n'avez reconnu personne dans ce train? Personne, monsieur. Absolument personne, répondit gravement la comtesse Andrenaï. Donc le chapitre 5, c'est le prénom de la princesse Dragomirov. Le comte et la comtesse quittèrent le wagon-restaurant. Poirot regarda ses deux compagnons avec satisfaction. Vous voyez, nous avançons. C'est du beau travail, reconnut Monsieur Bouc. Je dois avouer que qu'en ce qui me concerne, je n'aurais jamais pensé une seule seconde à soupçonner le comte et la comtesse Andrenaï. J'étais persuadée, je l'admets, qu'ils étaient tous les deux hors de cause. Et j'imagine que vous êtes certain que c'est elle l'assassin. C'est bien triste, mais on ne va pas la guillotiner. Elle a une foule de circonstances atténuantes. Elle écopera de quelques années de prison, et ça n'ira pas plus loin. Vous croyez vraiment qu'elle est coupable? Mon cher ami, je ne vois pas comment on pourrait en douter. J'avais le sentiment que la manière dont vous l'avez rassurée n'était destinée qu'à l'endormir jusqu'à ce que l'on nous sorte de toute cette neige et que la police prenne l'enquête en charge. Vous ne croyez pas à ce que nous a affirmé le comte, quand il nous a donné sa parole d'honneur que sa femme était innocente? Mais enfin, très cher, c'était la moindre des choses. Que vouliez-vous qu'il dise d'autre? Il adore sa femme, il veut la sauver, il ment comme un arracheur de dents, mais avec beaucoup de classe, car il n'a pas arrêté de mentir, n'est-ce pas? Voyez-vous, cher ami, j'ai le sentiment, peut-être inconsidéré, qu'il nous a en fait dit la vérité. Mais impossible! Rappelez-vous le mouchoir. Ce mouchoir est un indice irréfutable. Je n'en suis pas si sûre. J'ai dit à plusieurs reprises, vous ne l'avez pas oublié, qu'il existait deux hypothèses concernant le véritable propriétaire de ce mouchoir. Mais tout de même, les élans de M. Bouc furent coupés net. La porte du wagon-restaurant avait été ouverte, et la princesse Dragomirov faisait son entrée. Elle alla droit vers les trois hommes qui se levèrent. Elle choisit de s'adresser à Poirot, et ignora les deux autres. J'ai cru comprendre, monsieur, que vous étiez en possession de l'un de mes mouchoirs. Poirot, triomphant, regarda ses compagnons. S'agit-il de cet objet? Demanda-t-il en sortant de sa poche le fin carré de batiste. C'est cela, avec mon initiale dans le coin. Mais madame, cette lettre est un H, intervint Monsieur Bouc. Et votre prénom, je vous en demande mille, pardon, et Natalia? Je connaissais pas cette expression, je vous en demande mille. Là, je vous en demande mille pardons. Excusez-moi. Mais madame, cette lettre est un H, intervint Monsieur Bouc.
Et votre prénom, je vous en demande mille pardons, est Natalia. Précisément, monsieur, répondit la princesse en le regardant froidement. Je fais toujours marquer mes mouchoirs en caractères cyrilliques. Votre H est notre N russe. Monsieur Bouc sembla soudain quelque peu décontenancé. Le caractère indomptable de la vieille dame le troublait et le mettait mal à l'aise. Quand nous vous avons interrogé ce matin, vous ne nous avez pas dit que ce mouchoir était à vous. Vous ne m'avez pas posé la question, répliqua la princesse sèchement. Asseyez-vous, madame, je vous prie, reprit Poirot. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Je pense, soupira la princesse en s'asseyant. Il est inutile de traîner en longueur, messieurs. Vous allez me demander comment il se fait qu'un de mes mouchoirs ait pu se trouver à proximité du cadavre d'un homme assassiné. Je vous répondrai que je n'en ai pas la moindre idée. Vous n'en avez pas la moindre idée? Pas la moindre, je vous assure. Je souhaite, madame, que vous me pardonniez ma brutalité, dit Poirot avec une infinie politesse. Mais quel degré de confiance pouvons-nous accorder à vos dires? Vous faites allusion, je pense, au fait que je ne vous ai pas révélé qu'Helena Andrénaï était la sœur de madame Armstrong, laissa tomber la princesse avec dédain. Le fait est que vous nous avez menti effrontément. Je le reconnais volontiers, et je recommencerai si c'était nécessaire. Sa mère était mon amie. Messieurs, je crois en la valeur de la loyauté, celle que chacun doit à ses amis, à sa famille et à sa caste. Vous ne croyez pas que chacun doit faire de son mieux pour servir la justice? Dans le cas présent, je considère que justice, rien que la justice, a été faite. Madame, dit Poirot attentif, vous comprenez la difficulté que j'affronte. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne ce mouchoir, puis-je vous croire? Ou essayez-vous de protéger la fille de votre ami? Je vous comprends fort bien, sourit-elle. Mais je puis aisément faire la preuve de ce que j'avance. Il me suffira de vous donner l'adresse à Paris de la maison à laquelle je confie la confection de mes mouchoirs. Vous n'aurez qu'à leur montrer celui qui vous préoccupe tant, et ils vous diront instantanément qu'ils l'ont brodé sur commande, il y a un peu plus d'1 an. Ce mouchoir est bien à moi, monsieur. Elle se leva. Avez-vous, monsieur, d'autres questions à me poser? Madame, votre femme de chambre n'a pas reconnu votre mouchoir quand nous le lui avons montré ce matin. Elle aurait dû. Elle l'a vu et n'a rien dit. Eh bien, cela prouve seulement qu'elle sait, elle aussi, être loyale. Elle les salua brièvement et sortit. C'était donc ça, souffla Poirot. J'avais bien remarqué que sa femme de chambre avait eu comme une hésitation quand nous lui avons demandé si elle savait à qui appartenait ce mouchoir. Elle ne savait pas si elle devait ou non admettre qu'il appartenait à sa maîtresse. Mais ce qui compte, c'est de vérifier si cela peut coller avec ma petite idée. Oui, au fond, c'est bien possible. Donc en fait, lui, il sait déjà qui est le meurtrier. Moi, j'en ai toujours pas la moindre idée, à vrai dire. S'écria Monsieur Bouc avec un geste caractéristique. Elle est terrible, cette vieille dame. Pensez-vous qu'elle pourrait avoir tué Ratchet? Demanda Poirot au docteur Constantine. Non, répondit le médecin. Rappelez-vous les coups qui ont été portés si fortement que la lame a pénétré dans les muscles. Jamais, au grand jamais, quelqu'un d'aussi frêle que la princesse n'aurait pu donner de pareils coups. Mais ceux qui ne sont que des égratignures. Ceux-là, oui. Je pense, reprit Poirot, à ce matin, quand je lui ai dit que sa force résistait dans sa volonté, et non pas dans ses bras. Je lui tendais là une sorte de piège. Je voulais voir si instinctivement elle regarderait son bras droit ou son bras gauche. Mais elle n'en a rien fait. Elle les a regardés tous les deux. Mais elle m'a quand même donné une réponse étonnante. Elle m'a dit « Vous avez raison, il ne leur reste plus de force, plus du tout. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou le regretter. » C'est un propos étrange qui confirme mes petites idées sur ce crime. Mais ça ne nous dit pas si elle est gauchère. Non. À propos, avez-vous noté que le comte Andrénaï met son mouchoir dans la poche intérieure droite de son veston? Monsieur Bouc se contenta de hocher la tête. Il n'était pas encore remis du choc causé par les révélations qui lui avaient été assénées au cours de la dernière demi-heure. Des mensonges, murmura-t-il. Encore des mensonges et encore des mensonges. Je n'en reviens pas de la quantité de mensonges qu'on nous a débités ce matin. Et nous n'avons pas fini d'en découvrir, annonça Poirot jovial. Allons bon. Je serais très déçu si ce n'était pas le cas. Je n'arrive pas à croire à une telle duplicité. Mais vous semblez trouver tout cela très amusant, reprocha monsieur Bouc à Poirot. Oui, cette duplicité a ses avantages. En général, quand vous mettez quelqu'un en face de son mensonge, il reconnaît qu'il a menti. Et souvent, c'est la surprise qui provoque son aveu. Mais il faut bien entendu avoir deviné juste pour arriver à ce résultat.
Et à mon avis, il n'y a pas d'autre façon de conduire cette enquête. Je considère individuellement le cas de chaque passager. J'étudie son témoignage, je pose la question. Si un tel ment, sur quel point ment-il et pourquoi? Et je réponds que s'il ment, si j'insiste, ce ne peut être que sur tel ou tel point, et pour telle ou telle raison. C'est ce que nous venons de réussir brillamment avec la comtesse Andrénaï, et nous allons utiliser la même méthode avec quelques autres de nos témoins. Et que se passera-t-il, mon cher, si vous devinez de travers? Dans ce cas, il y aura au moins une personne qui sera lavée de tout soupçon. Ah, vous procédez par élimination? C'est ça. Et de qui allons-nous nous occuper maintenant? Je pense qu'il nous faut revoir notre Pouka Sahib. J'ai nommé le colonel Arbuthnot. Le colonel Arbuthnot ne cachait pas son mécontentement d'avoir été convoqué dans le wagon-restaurant pour un deuxième interrogatoire, et il arborait un visage des plus sévères. Il s'assit et se borna à demander. « Eh bien, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour vous déranger une seconde fois, lui dit Poirot, mais il me semble que vous êtes en mesure de nous donner certains renseignements. » « Ah bon? Bon, je ne pense pas. » « Pour commencer, vous voyez ce nettoie-pipe? »« Oui. Est-ce l'un des vôtres? » ?»« Oh, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude d'y mettre ma signature, vous savez. »« Vous rendez-vous compte, mon colonel, que parmi les passagers de notre wagon-lit, vous êtes le seul à fumer la pipe? Si c'est le cas, alors c'est sans doute un de mes nettoie-pipes. Mais savez-vous où nous l'avons ramassé? Oh, pas la moindre idée. À côté du cadavre. » Le colonel Arbuthnot fronça les sourcils. « Pourriez-vous nous dire, mon colonel, comment est-il arrivé là? Si vous insinuez que c'est moi qui l'ai laissé tomber à cet endroit, vous vous trompez. Êtes-vous entré, à quel moment que ce soit, dans le compartiment de M. Ratchet? Je n'ai jamais adressé la parole à ce monsieur. Vous ne lui avez jamais parlé, et vous ne l'avez pas tué. Si j'étais assassin, je ne me croirais pas obligé de vous mettre au courant, répliqua le colonel avec une expression sardonique. Mais je vous rassure, je n'ai pas tué cet homme. Très bien, grommela Poirot. Ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Je vous demande pardon? Je disais seulement que cela n'avait pas d'importance. Ah, laissa échapper le colonel, ébahi, fixant sur le détective un regard incertain. Vous voyez, continua Poirot, c'est parce que ce nettoie-pipe n'a en lui-même aucune importance. Je suis capable de trouver une bonne douzaine d'explications valables à sa présence chez M. Ratchet. Le colonel Arbuthnot ne le quittait pas des yeux. La vraie raison pour laquelle je vous ai fait revenir est tout à fait différente, reprit Poirot. Mademoiselle Debenham vous a peut-être dit que j'avais surpris par hasard une conversation entre vous à la gare de Cognac. L'officier garda le silence. Elle disait, poursuivit le détective, pas maintenant, quand tout sera terminé, quand ce sera enfin derrière nous. Savez-vous à quoi ces paroles faisaient allusion? Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais je refuse de répondre à cette question. Pourquoi? Je vous suggère de demander à mademoiselle Debenham elle-même la signification de cette phrase, répliqua le colonel très raide. C'est déjà fait. Elle n'a pas voulu vous le dire? Non. On aurait pu croire qu'il était parfaitement évident, même pour vous, que je ne puisse rien dire. Vous n'êtes pas homme à révéler un secret de femme. Vous pouvez envisager les choses de cette façon si vous voulez. Mademoiselle Debenham m'a seulement dit qu'elle faisait allusion à quelque chose de tout à fait personnel. Alors pourquoi ne pas la croire? Parce que, mon colonel, mademoiselle Debenham vient en tête de ma liste de suspects. Vous divaguez, s'emporta le colonel. Je ne divague nullement. Vous ne pouvez rien retenir contre elle. Pas même le fait que mademoiselle Debenham était gouvernante des enfants de la famille Armstrong au moment où la petite Daisy Armstrong a été enlevée? Un silence de mort suivit la question de Poirot. Vous voyez, reprit le détective, en hochant la tête avec indulgence, nous savons bien plus de choses que vous ne le croyez. Si mademoiselle Debenham est innocente, pourquoi nous a-t-elle caché cela? Pourquoi m'a-t-elle affirmé qu'elle n'était jamais allée aux États-Unis? Le colonel se racla la gorge. N'êtes-vous pas en train de commettre une erreur? Je ne me trompe pas. Pourquoi mademoiselle Debenham m'a-t-elle menti? C'est à elle qu'il faut le demander, dit le colonel en haussant les épaules. Je persiste à penser que vous vous trompez. Poirot appela l'un des serveurs. Veuillez demander à la jeune personne anglaise du compartiment numéro 11 si elle nous ferait le plaisir de venir nous rejoindre. Bien, monsieur. L'employé s'élança. Les 4 hommes demeurèrent silencieux,
Comme s'ils avaient été sculptés dans le bois, les traits du colonel Arbuthnot étaient figés et impassibles. L'employé revint, et quelques minutes plus tard, Marie de Benham entra dans le wagon-restaurant. On va entamer le chapitre 7, l'identité de Marie de Benham. On en est à la page 299, et sachez qu'il y a exactement 333 pages au roman, donc on n'est pas très très loin de la fin en fait, à vrai dire. Il reste 9... Il nous reste 3 chapitres. Elle ne portait pas de chapeau. Sa tête était rejetée en arrière avec un air de défi. Ses cheveux, tirés, qui dégageaient son front et la courbe de son nez, évoquaient la figure de proue de quelques navires plongeant hardiment dans une mer déchaînée. À ce moment précis, elle était belle. Elle regarda le colonel Arbuthnot, l'espace d'un instant, et puis elle s'adressa à Poirot. « Vous souhaitiez me voir ? » « En effet, mademoiselle, je voulais vous demander pourquoi vous nous aviez menti ce matin. »« Menti ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous nous avez caché le fait qu'au moment du drame, vous viviez dans la famille Armstrong, et vous m'avez affirmé que n'être jamais allé en Amérique. » Poirot vit Marie de Benham tressaillir une seconde, puis se reprendre. « Oui, admit-elle, c'est vrai. »« Non, mademoiselle, c'était faux. Vous m'avez mal comprise. Je vous disais qu'il était vrai que je vous avais menti ce matin. »« Ah, vous le reconnaissez. »« Certainement, sourit-elle, puisque vous m'avez percé à jour. »« Au moins, mademoiselle, vous êtes franche. »« Je ne vois pas très bien comment je pourrais faire autrement. »« C'est juste. Mais puis-je maintenant, mademoiselle, vous demander les raisons de cette dissimulation ? » J'aurais cru qu'elle sautait aux yeux, monsieur Poirot. Pas à mes yeux à moi, en tout cas. « Je dois gagner ma vie, dit-elle d'une voix calme et égale, avec peut-être une nuance de dureté. Mais encore, elle le regarda bien en face. Ça va être mon personnage, je le sens bien. On est de connivence, elle et moi. Monsieur Poirot, que connaissez-vous du combat qu'il faut mener pour trouver et garder un emploi convenable ? Pensez-vous qu'une jeune femme qui a été arrêtée dans une affaire de meurtre, dont le nom et peut-être la photographie ont été publiés par les journaux anglais, vous croyez vraiment qu'il se trouvera une bonne bourgeoise anglaise pour engager ces jeunes femmes comme gouvernantes de ses filles ? Pourquoi pas, si cette jeune femme n'a rien à se reprocher ? Oh, rien à se reprocher. Ce n'est pas de reproches qu'il s'agit, mais de mauvaise publicité. Voyez-vous, monsieur Poirot, jusqu'ici je n'ai pas trop mal réussi dans la vie. J'ai occupé des fonctions intéressantes et bien payées. Vous n'imaginiez tout de même pas que j'allais mettre ma situation en péril si cela ne servait à rien d'utile. Je me permettrais de vous suggérer, mademoiselle, que c'était à moi d'en juger, et pas vous. Elle se borna à hausser les épaules. Vous auriez pu, par exemple, m'apporter votre concours en ce qui concerne l'identification de certaines personnes. À quoi faites-vous allusion ? Serait-il possible, mademoiselle, que vous n'ayez pas reconnu dans la comtesse Andrenaille la jeune sœur de madame Armstrong dont vous vous occupiez à New York ? La comtesse Andrenaille ? Non, dit-elle. Cela peut paraître extravagant, mais je ne l'ai pas reconnue. Quand je l'ai connue, elle n'était encore qu'une enfant. C'était il y a plus de 3 ans. C'était il y a plus de 3 ans, c'était pas une enfant. C'est vrai, le visage de la comtesse me disait quelque chose. Il m'étonnait, mais elle a tellement changé. Je n'ai jamais fait le rapprochement avec la petite écolière américaine d'autrefois. Je dois reconnaître que je ne lui jetai qu'un coup d'œil en passant au wagon-restaurant, et j'ai prêté plus d'attention à ses vêtements qu'à ses traits. Les femmes sont comme ça, vous savez. Et puis j'avais mes propres soucis. Vous ne voulez toujours pas me révéler votre petit secret ? Demanda Poirot d'une voix douce et pleine de sous-entendus. Je ne peux pas, souffla-t-elle. Et tout à coup, sans crier gare, elle s'effondra, cachant sa tête dans ses mains et pleurant toutes les larmes de son corps. Le colonel Arbuthnot bondit et se plaça gauchement à côté d'elle. Écoutez-moi. Il marqua un temps d'arrêt, se retourna et darda sur Poirot un regard haineux. Je casserai un par un les os de votre maudite squelette, sale petit roquet prétentieux, siffla-t-il avec rage. Je vous en prie, monsieur, protesta monsieur Bouc. Arbuthnot se tourna à nouveau vers la jeune femme. Marie,
Pour l'amour du ciel. Elle se redressa. Ce n'est rien. C'est fini. Vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Et de toute façon, vous savez où me trouver. Je me suis vraiment conduite comme une idiote. Et elle partit en hâte. Ou en hâte, je crois qu'il n'y a pas de liaison. Le colonel Arbuthnot, avant de la suivre, s'en prit une dernière fois à Poirot. Mademoiselle Debenham n'a rien à voir dans cette histoire. Rien du tout, vous m'entendez? Et si vous lui causez le moindre souci, ou que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, vous aurez affaire à moi. Et il sortit. Un acting de qualité, comme vous pouvez toujours le constater. J'adore voir les Anglais en colère, sourit Poirot. Ce qui m'amuse, plus ils sont énervés, moins ils maîtrisent leur langage. Mais les réactions émotionnelles des Anglais n'intéressaient pas Monsieur Bouc. Il était submergé d'admiration pour son ami. « Mais mon cher, vous êtes épatant !» s'écria-t-il. « Encore un de vos miracles de divination, mais c'est formidable !»« C'est incroyable de voir comme vous parvenez à imaginer tout cela, renchérit le docteur Constantine. »« Oh, cette fois, je ne demande pas de félicitations, je n'ai rien deviné. La comtesse Andrenaille m'avait pratiquement tout dit. »« Comment cela ? » ?»« Vous vous souvenez que je lui ai demandé si elle avait eu une gouvernante ? J'avais déjà décidé dans mon esprit que si Marie Debenham avait un rôle dans cette histoire, elle devait avoir eu une fonction dans ce genre-là. Oui, mais la comtesse Andrenaille nous a décrit une personne complètement différente de mademoiselle Debenham. Justement, elle nous a parlé d'une grande femme d'une quarantaine d'années, rousse, tellement aux antipodes de Marie Debenham que c'en devenait flagrant. Mais il a fallu qu'elle imagine un nom à toute vitesse, et il y a eu là une association d'idées qui l'a trahi. Elle nous a dit que sa gouvernante s'appelait mademoiselle Freebody. Vous vous en souvenez ? Oui, et alors ? Alors ? Vous pouvez l'ignorer, mais il y a à Londres un magasin qui, jusqu'à une date toute récente, portait l'enseigne de Debenham and Freebody. Le nom de Debenham trottait dans la tête de la comtesse, il fallait qu'elle en trouve un autre sur le champ, et c'est Freebody qui lui est venu en premier. Naturellement, j'ai compris tout de suite. Voilà un mensonge de plus. Mais pourquoi l'a-t-elle fait ? Encore une question de loyauté, probablement. Cela rend les choses un peu plus complexes. Mais bon sang, éclata Monsieur Bouc, est-ce que tout le monde ment dans ce train ? C'est, répondit Poirot, ce que nous sommes sur le point de découvrir. On va entamer le chapitre 8, autre révélation surprenante. Maintenant, rien ne me surprendra plus, s'écria Monsieur Bouc. Et je ne manifesterai pas la moindre surprise s'il s'avère que tous les passagers ont un lien avec la famille Armstrong. Vous venez de faire là une remarque profonde, répondit Poirot. Voulez-vous que nous voyions maintenant ce que votre suspect de prédilection, l'Italien, a à nous raconter ? Vous êtes encore en train de jouer à vos fameuses devinettes ? Précisément. Cette affaire est des plus étranges, remarqua le docteur Constantine. Mais non, tout cela est des plus banals. Monsieur Bouc leva les bras au ciel en signe de désespoir fin. Si c'est cela que vous appelez banal, cher ami, et il ne parvenait plus à trouver ses mots. Pendant ce temps, Poirot avait demandé à l'un des serveurs d'aller chercher Antonio Foscarelli. Le gros Italien arriva circonspect. Il regardait de gauche à droite, de droite à gauche, comme un animal pris au piège. « Qu'est-ce que vous me voulez » demanda-t-il. « Je n'ai rien de plus à vous dire. »« Rien du tout. Vous entendez ?» Il frappa la table du plat de la main. « Si, trancha Poirot. Vous avez quelque chose de plus à nous dire. La vérité ?»« La vérité ?»« Mais oui, la vérité. Il se peut que je la connaisse déjà. Ce serait un bon point pour vous si vous nous la disiez spontanément. » Vous parlez comme les policiers américains. « À vous, il disait. À vous. »« Tiens, vous avez eu affaire à la police de New York ?»« Non, non, jamais. Ils n'ont rien pu prouver contre moi, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. » « C'était à propos de l'affaire Armstrong, n'est-ce pas ?» demanda Poirot avec calme. « Vous étiez le chauffeur de la maison. » Son regard croisa celui de l'Italien fanfaron, qui se dégonfla tel un ballon crevé. « Puisque vous le savez, à quoi ça sert de me le demander ? Pourquoi avez-vous menti ce matin ? » ?»« À cause de mes affaires, sans compter que je ne fais pas confiance à la police yougoslave. Ils n'aiment pas les Italiens. Ils ne m'auraient pas fait justice. » »« Ils vous auraient peut-être fait justice, justement. » »« Mais non, mais je n'ai rien à voir dans l'histoire de cette nuit, je n'ai pas quitté mon compartiment. L'Anglais au long visage, il pourra vous le dire. Ce n'est pas moi qui ai tué ce porc de Ratchet. Vous ne pouvez rien prouver contre moi. » Poirot prenait des notes sur une feuille de papier.
Il releva la tête froidement et annonça « C'est bon, vous pouvez partir. » Foscarelli s'attarda, mal à l'aise. « C'est bien vrai? Vous avez compris que je n'ai rien à voir là-dedans? Je vous ai dit que vous pouviez partir. » « C'est un coup monté. Vous essayez de m'avoir. Tout ça pour un salopard qui aurait dû passer sur la chaise électrique. C'est un scandale qu'il s'en soit tiré. Si ça avait été moi, si j'avais été inculpé. Mais ce n'était pas vous. Vous n'aviez rien à voir dans l'enlèvement de cet enfant. » « Qu'est-ce que vous racontez? Bon sang, cette petite, c'était la joie de toute la maison. Tonio, elle m'appelait. Elle s'asseyait dans la voiture, elle faisait semblant de tenir le volant. Tout le monde l'adorait. Même les policiers ont fini par le comprendre. Qu'est-ce qu'elle était belle, la petite. » Sa voix s'était attendrie, et les larmes lui montaient aux yeux. Il tourna les talons et quitta le wagon-restaurant. « Pietro !» appela Poirot. Le serveur arriva immédiatement. « Le numéro 10 maintenant, la dame suédoise. »« Bien, monsieur. »« Le numéro 10 maintenant, la dame suédoise. »« Bien, monsieur. »« Encore !» s'exclama monsieur Bouc. « Mais non, mais ce n'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas possible. » « Très cher, il faut que nous sachions. Et même si à la fin il apparaît que tout le monde dans ce train avait un bon mobile pour tuer Ratchet, il faut que nous le sachions. Quand nous saurons tout, nous pourrons facilement trouver le coupable. »« J'en ai la tête qui tourne, grogna monsieur Bouc. L'employé fit entrer Greta Olson avec beaucoup de prévenance. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle se laissa tomber sur le siège face à Poirot et continua de pleurer dans un grand mouchoir. « Ne vous mettez pas dans cet état, mademoiselle. Ne vous mettez pas dans cet état, lui dit doucement Poirot en lui tapotant l'épaule. Il suffit de me dire la vérité en quelques mots. Vous étiez la nurse de la petite Daisy Armstrong, n'est-ce pas? C'est vrai. Je vais pas préparer voix de l'acting médiocre. Hein. C'est vrai, sanglota-t-elle. C'était un ange, un cher petit ange, tendre et confiant. Elle ne connaissait que l'amour et la gentillesse. Et cet homme horrible, il nous l'a pris, il lui a fait du mal. Et puis sa pauvre maman, et ce petit bébé qui n'a même pas pu vivre. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas savoir. Si vous aviez été là, comme moi, si vous aviez vu toute cette affreuse tragédie. J'aurais dû vous dire la vérité ce matin, mais j'avais peur, très peur. J'étais si heureuse que cet homme épouvantable soit mort, qu'il ne puisse plus tuer ou torturer des enfants. Oh, je ne trouve même plus les mots. Et ses pleurs redoublèrent. Poirot continuait de lui tapoter gentiment l'épaule. Allez, allez, je comprends tout. Tout, je vous le dis. Je ne vous poserai pas d'autres questions. Il me suffit que vous ayez reconnu ce que je savais être la vérité. Je comprends, vous dis-je. Étouffée par ses sanglots, Greta Olson se leva et se dirigea à l'aveuglette vers la porte. Au moment où elle l'atteignait, elle se heurta à un homme qui entrait. Ah, c'est Masterman, c'était Masterman, le valet de chambre. Il alla droit vers Poirot. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur, dit-il de sa voix habituelle, calme et froide. Mais j'ai pensé, monsieur, qu'il valait mieux que je vienne tout de suite et que je dise la vérité. Monsieur, pendant la guerre, j'ai été l'ordonnance du colonel Armstrong et ensuite, à New York, j'ai été son valet de chambre. Je crains bien de ne l'avoir pas dit à monsieur ce matin. J'ai eu tort, monsieur, et j'ai pensé que c'était mieux que je vienne et que je l'avoue. Mais j'espère, monsieur, que vous ne soupçonnez pas Tonio. Monsieur, le vieux Tonio ne ferait pas de mal à une mouche. Et je peux formellement vous promettre qu'il n'a jamais quitté notre compartiment cette nuit. Tonio n'est peut-être pas de chez nous, mais c'est quelqu'un de bien, pas un de ces sales gangsters italiens dont on parle dans les journaux. » Et Poirot le regardait fixement. « C'est tout ce que vous aviez à me dire ? » ?»« C'est tout, monsieur. » Comme Poirot ne relevait pas, il s'inclina profondément comme pour s'excuser, et puis après un instant d'hésitation, il sortit du wagon-restaurant sans faire plus de manière qu'à son arrivée. « Eh bien ça, dit le docteur Constantine, c'est encore plus invraisemblable que n'importe quel roman policier que j'ai pu lire. »« Je suis bien d'accord avec vous, renchérit monsieur Bouc. Sur 12 passagers, il a été prouvé que 9 avaient un lien avec l'affaire Armstrong. Et quoi maintenant? Je vous le demande. Je devrais plutôt dire. Et qui, maintenant? » « Je ne peux pas vous répondre tout de suite, rétorqua Poirot. Voilà notre fin limier américain, monsieur Hardman. Il vient à confesser, lui aussi? » Et avant que Poirot n'ait pu répondre, l'Américain était parvenu à leur table. Il leur lança un regard vif, en s'asseyant, et dit d'une voix traînante. «
Qu'est-ce qui se passe au juste dans ce train? C'est vraiment une maison de fous. Êtes-vous bien sûr, monsieur Hardman, que vous n'étiez pas le jardinier de la famille Armstrong demanda Poirot avec un clin d'œil. Il n'avait pas de jardin, répondit froidement Hardman. Alors vous étiez le maître d'hôtel. Je ne me tiens pas assez bien pour ça. Non, je n'ai jamais eu aucun rapport avec la famille Armstrong. Mais je commence à penser que je suis quasiment le seul. Incroyable, hein? C'est tordant, ironisa Monsieur Bouc. Monsieur Hardman, avez-vous vous-même une hypothèse personnelle sur ce crime? Non, monsieur, j'en reste baba. Je n'arrive pas à comprendre. Ils ne peuvent pas être tous dans le coup. Mais déterminer celui qui est coupable, alors là, ça me dépasse. Comment vous vous êtes débrouillé pour arriver à démêler tout ça? Je voudrais bien le savoir. J'ai résolu quelques devinettes. Eh bien, croyez-moi, aux devinettes, vous êtes champion. Oui, je dirais à tout le monde que vous êtes le champion des devinettes. Hardman se laissa aller sur son siège et regarda Poirot avec admiration. Et pourtant, vous me pardonnerez de vous le dire, à vous voir, on ne le croirait pas. Je vous tire mon chapeau. Vraiment. Monsieur Hardman, vous êtes trop aimable. Pas du tout, ce n'est que justice. Avec tout cela, reprit Poirot, notre problème n'est pas encore résolu. Sommes-nous en mesure d'affirmer avec certitude que nous savons qui a tué Ratchet? Je ne suis pas dans la course, intervint Hardman. Je ne dirai rien du tout. Je suis juste là à vous admirer. Mais qu'est-ce que vous faites des deux pour lesquels vous n'avez pas encore joué aux devinettes? La vieille dame américaine et la femme de chambre. Je suppose qu'on peut décréter que de tout ce train, ce sont les deux seules innocentes. Sauf, sourit Poirot, si nous leur trouvons une petite place dans notre collection comme, je ne sais pas moi, comme intendante et comme cuisinière de la famille Armstrong. Oui, il n'y a plus rien dans ce bas monde qui pourra me surprendre maintenant, dit Hardman sur le ton d'un homme qui en a trop vu. Une maison de fous. Voilà ce que c'est. Une maison de fous. Ah, mon cher, intervint Monsieur Bouc, cela ferait vraiment trop de coïncidences. Ils ne peuvent quand même pas être tous impliqués dans notre affaire. Poirot le regarda. Vous ne comprenez pas, dit-il. Vous ne comprenez pas du tout. Mais dites-moi, savez-vous qui a tué Ratchet? Et vous? Poirot hocha la tête. Oh oui, il y a un moment que je le sais. C'est tellement évident que je me demandais si vous ne le saviez pas aussi. Et puis il se tourna vers Hardman. Et vous? Le détective américain fit signe que non. Étonné, il ne quittait pas Poirot des yeux. Je ne sais pas, dit-il. Je ne sais pas du tout. De qui s'agit-il? Poirot garda le silence pendant un moment. Monsieur Hardman, dit-il, voulez-vous être assez gentil pour rassembler tout le monde ici? Il y a deux solutions à notre problème et je veux les exposer à tout le monde. C'est le dernier chapitre. Il nous reste un tout petit peu plus de 15 pages. Je pense que c'est le moment pour vous qu'on fasse le sondage et qu'on dise qui a tué Ratchet. Alors, il y a deux personnes qui pensent que c'est Madame Hubbard, une personne qui pense que c'est le comte et la comtesse, et pour le reste, personne n'a voté. Donc, c'était pas très motivé. En même temps, peut-être qu'il y en a qui peuvent pas se permettre de voter aussi. Moi, je voterais pour Hardman, mais je sais absolument pas pourquoi. Voilà. On va découvrir tout de suite. Enfin, tout de suite. Durant ces 15 dernières pages, on va découvrir qui est le meurtrier. Les passagers arrivèrent bientôt dans le wagon-restaurant et prirent place autour des tables. Ils arboraient tous, à des degrés divers, la même expression mêlée d'espoir et d'appréhension. Greta Olson pleurait toujours. Madame Hubbard s'était mise en devoir de la réconforter. « Ma chère, disait-elle, il faut vous ressaisir. Tout se passera très bien. L'important, c'est de ne pas perdre ses moyens. Et si l'un de nous est l'assassin, tout le monde sait que ça ne peut pas être vous. Il faudra vraiment être fou pour imaginer une chose pareille. Ne bougez pas. Je reste à côté de vous. Et ne vous faites plus de soucis. » Elle se tut comme Poirot se levait. Le conducteur des wagons-lits passa la tête par la porte. « Me permettez-vous de rester, monsieur ?»« Mais bien sûr, Michel. » Poirot s'éclaircit la voix et prit la parole. « Mesdames et messieurs, je m'adresserai à vous en anglais car je crois comprendre que vous maîtrisez tous plus ou moins cette langue. Nous sommes ici pour examiner les faits
et les circonstances entourant la mort de Samuel Edward Ratchet, alias Cassetti. Pour déterminer qui a commis ce crime, 2 hypothèses sont possibles. Je vous les exposerai l'une après l'autre, et je demanderai ensuite à M. Bouc et au docteur Constantine, ici présent, de décider de celle qu'il faut retenir. Les faits, vous les connaissez tous. Ce matin, M. Ratchet a été découvert mort, frappé de nombreux coups de poignard. Excusez-moi, la tournure m'a un peu perturbée. Il était encore en vie hier soir à minuit 37, heure à laquelle il a parlé à travers sa porte avec le conducteur de notre wagon-lit. Dans la poche de son pyjama, on a trouvé une montre très abîmée, dont les aiguilles étaient arrêtées sur 1h15. Le docteur Constantine, qui a examiné le corps, estime que l'heure de la mort se situe entre minuit et 2h du matin. Et vers minuit et demi, comme vous le savez tous, notre train a été bloqué par des congères. Après cela, il n'était plus possible à qui que ce soit de quitter le convoi. Selon le témoignage de M. Hardman, qui appartient à une agence de détectives privée de New York, plusieurs personnes tournèrent la tête pour mieux voir Hardman, personne n'a pu passer devant son compartiment. Le numéro 16, tout au bout de la voiture, sans qu'il ne le voie. Force nous est donc de conclure que le meurtrier doit être recherché parmi les passagers d'un wagon bien particulier, en l'occurrence la voiture Istanbul-Calais. Telle était, dirais-je, notre version des faits. Comment ça était lança M. Bouc ébahi. Mais je vais vous proposer une autre version, poursuivit Poirot. Elle est très simple. M. Ratchet avait un ennemi qu'il redoutait. Il en a donné le signalement à M. Hardman, en précisant qu'il croyait que, si on devait attenter à sa vie, cela se passerait très probablement durant la 2e nuit après notre départ d'Istanbul. Je dois souligner, mesdames et messieurs, que M. Ratchet en savait certainement bien plus qu'il ne l'a dit. Cet ennemi que M. Ratchet attendait est monté dans le train à Belgrade, ou plus probablement à Vinkovski, en passant par la porte laissée ouverte par le colonel Arbuthnot et par M. McQueen qui était descendu sur les quais. Il était muni d'un uniforme des wagons-lits, qu'il portait par-dessus ses vêtements ordinaires. Il disposait d'une clé carrée réglementaire qui lui permettait d'entrer dans le compartiment de M. Ratchet, même si la porte était verrouillée. M. Ratchet avait pris un somnifère. L'homme a frappé M. Ratchet avec une étonnante férocité, puis il est sorti de son compartiment, en passant par la porte de communication, avec le compartiment de Madame Hubbard. C'est tout à fait ça, approuva Madame Hubbard. En passant, il a caché le poignard dont il s'était servi dans la trousse de toilette de Madame Hubbard, et sans le savoir, il a perdu l'un des boutons de sa tunique d'uniforme. Puis il s'est glissé dans le couloir. À toute vitesse, il a enlevé l'uniforme qu'il a caché dans une valise, dans un compartiment momentanément inoccupé, et quelques minutes plus tard, habillé comme tout le monde, il est descendu du train juste avant qu'il ne se remette en branle. Il a utilisé la même voie d'accès, c'est-à-dire la porte la plus proche du wagon-restaurant. Chacun marqua sa stupéfaction. « Et qu'est-ce que vous faites de la montre » demanda Hardman. « Je vais vous donner mon explication. Monsieur Ratchet avait oublié de retarder sa montre d'1 heure, comme il aurait dû le faire à Zaribord. Sa montre était encore réglée sur l'heure d'Europe orientale, qui avance d'1 heure sur l'heure d'Europe centrale. En fait, c'est à minuit 15 que Monsieur Ratchet a été poignardé, et pas à 1h15. Mais cette explication ne tient pas debout, s'écria Monsieur Bouc. Il reste cette voix qu'on a entendue dans le compartiment de Ratchet à minuit 37, et ce ne pouvait être que celle de Ratchet, ou de son assassin. Pas nécessairement. Il se peut que c'est été celle d'une 3e personne. Quelqu'un, par exemple, qui serait venu parler à Ratchet et l'aurait trouvé mort. Son premier geste aurait pu être de sonner pour appeler, mais il aurait pu changer d'idée. Il aurait pu prendre peur d'être accusé de la mort de Ratchet et décider de parler en se faisant passer pour lui. Ce n'est pas impossible, reconnut M. Bouc de mauvaise grâce. Poirot se tourna vers Madame Hubbard. « Oui, madame, vous vouliez dire quelque chose. » Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah si. Vous pensez que moi aussi j'ai oublié de retarder ma montre ? Non, madame. Je pense que vous avez entendu l'homme passer par votre compartiment, mais inconsciemment. Ce n'est que plus tard que dans votre cauchemar, vous avez vu un homme dans votre compartiment, ce qui vous a réveillé en sursaut. Vous avez alors sonné. Oui, je pense que c'est possible, admit Madame Hubbard. Et comment expliquez-vous, monsieur, le témoignage de ma femme de chambre ? Interrogea la princesse Dragomirov en regardant Poirot droit dans les yeux. Le plus simplement du monde, madame. Votre femme de chambre a reconnu le mouchoir comme étant le vôtre. Elle a un peu maladroitement essayé de vous protéger. Elle a bien croisé l'homme, mais plutôt dans la soirée, quand le train était en gare de Vinkovski. Elle a prétendu qu'elle l'avait vu 1 heure plus tard, dans l'idée certes confuse
de vous fournir un alibi à toute épreuve. Vous avez pensé à tout, monsieur. Je ne vous cache pas mon admiration, dit la princesse en inclinant la tête. Il y eut un silence. Tout le monde sursauta quand le docteur Constantine tout à coup frappa du poing sur la table. Non, non, non et encore non, cria-t-il. Cette explication ne tient pas debout. Elle pèche sur une bonne dizaine de points, et le crime n'a pas été commis de cette façon, monsieur Poirot le sait mieux que personne. Poirot lui jeta un regard amusé. Je vois qu'il est temps, dit-il, que je vous soumette ma seconde hypothèse. Mais n'abandonnons pas trop vite la première. Vous la trouverez peut-être plus tard à votre goût. Il y a une autre solution à notre problème. Je vais vous dire comment j'y suis arrivée. Après avoir entendu tous les témoignages, je me suis allongée, j'ai fermé les yeux et je me suis mise à réfléchir. Un certain nombre de points me paraissaient tout à fait dignes d'attention et j'en ai fait part à mes deux collègues. J'en ai déjà éclairci quelques-uns, comme cette tache de graisse sur un passeport. Mais je vais revenir sur ce qui reste. Le premier et le plus important est une remarque qu'a fait M. Bouc quand nous prenions notre petit déjeuner au wagon-restaurant après notre départ d'Istanbul. Il m'a dit alors qu'on trouvait là un rassemblement très intéressant de gens tout à fait divers, appartenant à toutes les classes sociales et de toutes les nationalités. J'en suis tombée d'accord, mais quand j'ai porté ma réflexion sur ce point, je me suis demandé s'il serait possible d'imaginer d'autres conditions dans lesquelles une compagnie aussi disparate pourrait se trouver réunie. Et à cette question, j'ai répondu que cela ne serait possible qu'aux États-Unis. Il n'y a qu'en Amérique que l'on puisse trouver une maison où les gens soient d'origine si différente. Un chauffeur italien, une gouvernante anglaise, une nurse suédoise, une femme de chambre française, et je pourrais continuer. Cela m'a mené à mon système de devinette, c'est-à-dire essayer d'attribuer à chacun un rôle dans l'affaire Armstrong, à la manière d'un metteur en scène qui distribue les rôles d'une pièce. Cela a donné des résultats très intéressants et fructueux. J'ai de même revu en pensée chacun des témoignages, et là aussi les résultats ont été étonnants. Prenons pour commencer le témoignage de M. McQueen. La première fois que j'ai parlé avec lui, il n'y a eu aucun problème. Mais la seconde fois, il a fait une remarque qui m'a étonnée. Je lui disais que nous avions trouvé un papier qui faisait allusion à l'affaire Armstrong. Il m'a dit « Mais voyons, elle a pourtant bien... » Et puis il a marqué une pause avant de poursuivre. Enfin, je veux dire, quelle maladresse de la part de ce vieux schnock. J'ai le sentiment à présent que ce n'était pas ce qu'il avait commencé à dire. Supposons un instant que ce qu'il avait eu envie de dire soit « Mais voyons, elle a pourtant bien été brûlée. » Auquel cas, M. McQueen connaissait l'existence de cette lettre et savait qu'on l'avait détruite. En d'autres termes, qu'il était soit l'assassin, soit son complice. Passons au valet de chambre. Il m'a dit que son patron avait l'habitude de prendre un somnifère quand il voyageait par le train. Peut-être était-ce vrai, mais Ratchet l'aurait-il fait la nuit dernière? La présence d'un automatique sous son oreiller apporte un démenti formel à cette déclaration. Ratchet avait bien l'intention de rester sur ses gardes cette nuit. Par conséquent, le somnifère lui a été administré sans qu'il le sache. Et par qui? Manifestement par McQueen ou par son valet de chambre. Venons-en au témoignage de M. Hardman. J'ai cru tout ce qu'il m'a dit sur son identité et sa profession. Mais en ce qui concerne sa méthode pour assurer la protection de M. Ratchet, son histoire n'a ni queue ni tête. Il n'y a qu'une manière de protéger efficacement M. Ratchet. Passer la nuit dans son compartiment ou s'installer à un endroit d'où l'on enverrait la porte en permanence. Le seul élément qui démontrait sans conteste le témoignage de Hardman, c'est qu'aucune personne venant d'une autre partie du train n'aurait pu tuer Ratchet. C'est comme si on avait tracé une frontière autour de la voiture Istanbul-Calais. J'ai jugé ce fait étonnant et inexplicable, et j'ai décidé d'y réfléchir à nouveau plus tard. Je pense que vous êtes tous au courant de la conversation que j'ai surprise, entre mademoiselle de Benham et le colonel Arbuthnot. Ce qui m'intéressait, c'est que le colonel l'appelait par son prénom, Marie, et qu'il était clairement l'un de ses intimes. Mais le colonel était censé ne l'avoir rencontré que quelques jours auparavant. Et je connais bien les Anglais de l'espèce du colonel. À supposer même qu'il ait eu un coup de foudre pour la jeune femme, il n'aurait pas moins respecté toutes les formes et convenances d'usage, sans rien brusquer. J'en ai conclu qu'en réalité, le colonel Arbuthnot et mademoiselle de Benham se connaissaient bien et avaient un motif sérieux pour faire croire qu'ils étaient étrangers l'un à l'autre. Un autre point a été la connaissance qu'avait mademoiselle de Benham de l'expression longue distance pour un appel téléphonique. Et elle m'avait cependant affirmé qu'elle n'était jamais allée aux États-Unis. Et encore un autre témoin, Madame Hubbard.
nous a dit que de son lit, elle ne pouvait pas voir si la porte de communication était verrouillée, et qu'elle avait demandé à mademoiselle Olson de vérifier. Ces propos auraient été parfaitement véridiques si elle avait occupé les compartiments 2, 4 ou 12, ou n'importe quel numéro pair, où le verrou se trouve sous la poignée de la porte. Mais dans les compartiments impairs, le verrou se trouve largement au-dessus de la poignée, et ne risque donc pas d'être masqué par une trousse de toilette. J'en ai été forcée de conclure que madame Hubbard était en train d'inventer un incident qui n'avait pas eu lieu. Et maintenant, je dois vous donner quelques indications à propos des heures. À mon avis, en ce qui concerne la montre, ce qui était intéressant, c'était l'endroit où nous l'avions trouvée. Dans la poche du pyjama de Ratchet. Vous reconnaîtrez que placer sa montre là pour la nuit est à la fois singulier et peu pratique, et d'autant moins plausible qu'à la tête du lit, il y avait justement un crochet pour suspendre une montre gousset. J'ai eu par conséquent la certitude que la montre avait été mise là délibérément et que l'heure indiquée était fausse, et que le crime, évidemment, n'avait pas été commis à 1h15. Est-ce à dire que cela s'est passé plus tôt, plus précisément à minuit 37 ? Mon ami M. Bouc a considéré que le cri qui m'avait tiré de mon sommeil constituait un argument en faveur de cette thèse. Mais si on avait fait prendre à Ratchet une grande quantité de somnifères, il lui aurait été impossible de crier. S'il avait pu crier, il aurait pu se débattre pour se défendre, or tout indique qu'il ne s'est pas débattu. Je me suis souvenu que McQueen avait attiré mon attention non pas une fois mais deux, et la seconde fois d'une manière assez flagrante, sur le fait que Ratchet ne parlait pas français. J'en ai tiré la conclusion que tout ce qui s'était passé à minuit 37 n'était qu'une comédie jouée uniquement pour moi. N'importe qui peut voir clair dans l'histoire de la montre. Ça se trouve dans les romans policiers. On a donc supposé que je ne m'y laisserais pas prendre, et que me félicitant de ma belle intelligence, je supposerais que puisque Ratchet ne parlait pas français, la voix que j'avais entendue à minuit 37 ne pouvait pas être la sienne, et que Ratchet en fait était déjà mort. J'ai cependant la conviction qu'à cette heure-là, Ratchet dormait encore dans son sommeil de drogué. Mais l'astuce avait fonctionné. J'avais ouvert la porte de mon compartiment pour regarder. J'avais bel et bien entendu la phrase en français. Et si j'étais bête au point de ne pas comprendre ce qu'elle sous-entendait, on me mettrait les points sur les i. En cas de nécessité, McQueen sortirait du bois. Il me dirait par exemple « Pardonnez-moi, monsieur Poirot, mais ça ne peut pas avoir été la voix de monsieur Ratchet. Il ne parlait pas un mot de français. » Alors à quelle heure le crime a-t-il été commis ? Et qui est l'assassin ? Mon opinion, et ce n'est qu'une opinion, est que Ratchet a été tué un peu avant 2h du matin, à l'extrémité de la fourchette de temps que le docteur a établie. Quant au meurtrier... Poirot marqua un temps d'arrêt et toisa son auditoire. Il ne pouvait pas déplorer un manque d'attention. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Je sens que là, on en est au bout, là. Est-ce qu'il va le dire tout de suite ou est-ce qu'il va encore nous laisser languir ? Dans le silence, on aurait entendu la chute d'une feuille morte. Il reprit lentement. J'ai été particulièrement frappé par la difficulté qu'il y avait à essayer d'impliquer chaque personne, individuellement, et aussi par les extraordinaires coïncidences qui faisaient que dans chaque cas, le témoignage apportant un alibi était fourni par ce que j'appellerais la personne la plus improbable. C'est ainsi que le colonel Arbuthnot et McQueen se portent garant l'un pour l'autre, alors qu'il s'agit de deux hommes dont on ne peut pas imaginer qu'ils se soient déjà rencontrés, et c'est pareil pour le valet de chambre et l'italien, pour la dame suédoise et la jeune femme anglaise. Je me suis donc dit, c'est incroyable, ils ne peuvent quand même pas être tous dans le coup. Et c'est alors, mesdames et messieurs, qu'est venue la lumière. Ils étaient bel et bien, tous, dans le coup. Trouvés dans le même train, au même moment, tant de gens mêlés à l'affaire Armstrong. Ce n'était pas seulement une coïncidence hautement improbable, c'était tout bonnement impossible. Ce ne pouvait pas être l'effet du hasard, c'était voulu. Et je me suis alors souvenu d'une remarque du colonel Arbuthnot sur les procès d'assises avec un jury. Un jury se compose de 12 personnes, et j'avais sous la main 12 passagers. Et Ratchet avait reçu 12 coups de poignard. D'un coup, ce qui n'avait cessé de me poser problème, cette foule de personnes allant d'Istanbul à Calais à une période aussi creuse, trouvait son explication. Non mais, il faut qu'on dénonce un coupable, c'est trop facile. Aux États-Unis, Ratchet avait réussi à échapper à la justice. Sa culpabilité ne faisait pas de doute. J'ai imaginé un jury auto-sélectionné de 12 personnes qui l'auraient condamné à mort et qui auraient été contraints par les circonstances d'être aussi ses bourreaux. Ainsi, mesdames et messieurs, grâce à cette supposition toute simple, mon enquête est devenue facile et tout s'est mis en place. C'est une mosaïque parfaite. Chacun joue le rôle qui lui a été attribué.
Et cela a été conçu de telle sorte que si les soupçons se portent sur l'un, il s'en trouvera aussitôt un autre ou plusieurs pour l'innocenter et compliquer encore davantage les choses. Le témoignage de Hardman était fondamental si quelqu'un de l'extérieur devenait suspect et ne pouvait fournir d'alibi convaincant. Les passagers de la voiture Istanbul-Calais ne couraient aucun risque. Les plus infimes détails de leur témoignage avaient été combinés longtemps à l'avance. L'ensemble constituait un puzzle remarquablement agencé et conçu de telle sorte que tous les éléments que l'enquête mettrait à jour ne feraient que compliquer le problème. Comme le remarquait mon ami Book, toute cette affaire paraissait relever de la fantasmagorie, et c'était bien le but recherché. Alors c'est effectivement tout le monde qui sont les coupables ? Est-ce que cette hypothèse répond à toutes les questions ? Oui, absolument. Les différences entre les blessures, elles sont chacune le fait d'une personne différente. Les lettres de menace, elles sont artificielles puisqu'elles n'ont été écrites que pour servir de preuve. Je ne doute pas que Ratchet ait reçu de vraies lettres l'avertissant du sort qui l'attendait, mais McQueen les a détruites et les a remplacées par ses faux. L'histoire de Hardman, sur son engagement par Ratchet, c'est un mensonge de A à Z, sans parler du signalement de l'imaginaire petit homme brun à la voix haut perché, qui est d'autant plus commode qu'il ne s'applique à aucun des conducteurs, des wagons-lits, mais qu'il peut désigner aussi bien un homme qu'une femme. Je suis brusquée là, moi je voulais une victime directe. À première vue, l'emploi du poignard paraît étonnant, mais à bien réfléchir, l'arme se prête admirablement à la circonstance. N'importe qui, quelle que soit sa force physique, peut utiliser un poignard. Et c'est une arme qui ne fait pas de bruit, bien que je puisse me tromper. J'imagine que chaque personne est entrée à son tour dans le compartiment de Ratchet, en passant par celui de Madame Hubbard, et a frappé. Et nul ne saura jamais qui a vraiment porté le coup mortel. L'ultime lettre que Ratchet avait sans doute trouvée sur son oreiller a été brûlée avec soin. Si aucun indice n'avait remis sur le tapis l'affaire Armstrong, il n'y aurait eu aucune raison de soupçonner l'un ou l'autre des passagers. On aurait pensé que le crime était l'œuvre de quelqu'un d'extérieur, et je ne doute pas qu'un témoin aurait juré avoir vu notre petit homme brun à la voix haut perché descendre du train à Broad. Je ne sais pas au juste ce qui a pu se passer quand on s'est aperçu que cette partie du plan ne fonctionnerait plus à cause du blocage du train par la neige. J'imagine qu'il y a eu des conciliabules improvisés et qu'on a décidé d'aller de l'avant. Chacun courait dès lors le risque de devenir suspect, mais cela avait été prévu et on en avait tenu compte. La seule chose à faire était de compliquer encore un peu l'affaire. 2 prétendus indices ont été abandonnés dans le compartiment de Ratchet. Le premier désignait le colonel Arbuthnot, qui disposait de l'alibi le plus solide, et dont les liens avec la famille Armstrong étaient sans doute les plus difficiles à établir. L'autre conduisait à la princesse Dragomirov, qui par sa position sociale, son extrême fragilité physique, et grâce aux alibis fournis par sa femme de chambre et par le conducteur, paraissait inattaquable. Et pour que ce soit plus complexe encore, on a ouvert une fausse piste, celle de la femme en kimono rouge. Là aussi je puis moi-même porter témoignage. Il y eut un grand bruit contre ma porte, je sors, je regarde, et je vois le kimono écarlate disparaître au loin. Et il se trouvera un choix judicieux de témoins, le conducteur, mademoiselle Debenham et McQueen, qui l'auront vu eux aussi. Je pense que celui qui a mis le kimono rouge sur le dessus de ma valise, pendant que je menais les interrogatoires, a un beau sens de l'humour. D'où vient ce vêtement ? Je l'ignore. Mais je pencherai pour la comtesse Andrenaï, dont les bagages ne renferment qu'un déshabillé de mousseline si élégant qu'il s'agit plus d'une robe d'après-midi que d'une robe de chambre. Quand McQueen a su que la lettre qui avait été brûlée avec tant de soin avait en partie échappé à la destruction et que le nom d'Armstrong avait pu être déchiffré, il a sans aucun doute immédiatement averti les autres. C'est à ce moment précis que la situation de la comtesse Andrenaï est devenue très difficile et que son mari a entrepris de maquiller son passeport. Il jouait de malchance pour la seconde fois. Castrosama qui se délecte de l'écriture d'Agatha Christie. Comme un seul homme, ils ont décidé de nier froidement tout lien avec la famille Armstrong. Ils savaient que je n'avais aucun moyen de découvrir la vérité sur place, et ils pensaient que je ne chercherais pas plus avant, sauf si mes soupçons se portaient sur une personne en particulier. Il nous reste un dernier point à aborder. En admettant que mon hypothèse soit la bonne, et je suis convaincue qu'elle l'est, il faut bien évidemment que le conducteur fasse partie des conjurés. Mais si c'est le cas, nous en arrivons à 13 personnes, non plus à 12. Au lieu de la formulation classique, il y a un nombre X de gens et un seul coupable, j'étais face au problème où parmi 13 individus, il n'y avait qu'un seul innocent. Qui était cet innocent ? Je suis parvenue à une conclusion qui peut paraître bizarre.
En effet conclu que la seule personne qui n'avait pas participé au crime était celle qui paraissait la plus concernée. Je parle de la comtesse Andrénaï. J'ai été impressionnée par la gravité de son mari quand il m'a juré solennellement sur son honneur qu'elle n'avait pas quitté son compartiment pendant la nuit. J'ai décidé que le comte Andrénaï avait, si j'ose dire, pris la place de sa femme. Dans ce cas, Pierre Michel faisait partie des 12. Mais qu'est-ce qui justifie sa complicité? C'est un homme honorable, au service de la compagnie des wagons-lits depuis de longues années, et certainement pas le genre d'homme que l'on puisse corrompre pour prêter main forte à un assassinat. Par conséquent, Pierre Michel lui aussi avait un lien avec l'affaire Armstrong, mais je ne voyais pas lequel. Et puis je me suis souvenu que la bonne d'enfant qui s'est suicidée était française, et j'ai supposé que cette malheureuse jeune fille pouvait avoir été la fille de Pierre Michel. Cela expliquait tout, y compris le lieu choisi pour commettre le meurtre. Restait-il dans notre scénario des rôles non attribués? J'ai estimé que le colonel Arbuthnot était un ami personnel du colonel Armstrong et qu'il avait fait la guerre ensemble. En ce qui concerne Hildegard Schmidt, la femme de chambre, je n'ai pas eu trop de peine à deviner sa place chez les Armstrong. On peut m'accuser de gourmandise, mais d'instinct, je décèle une bonne cuisinière. Je lui ai tendu un petit piège, et elle y est tombée. Et je lui ai dit que j'étais sûre qu'elle était un vrai cordon bleu, et elle m'a répondu « Oui, c'est vrai, toutes mes patronnes me l'ont dit. » Mais quand on est femme de chambre, on n'a pas souvent l'occasion de démontrer ses talents culinaires. Restait Hardman. Je ne voyais pas ce qu'il pouvait bien faire chez les Armstrong. J'ai imaginé qu'il était amoureux de la jeune Française. Je lui ai parlé du charme des femmes d'autres pays. Et là aussi j'ai obtenu la réaction que j'attendais. Il en a eu les larmes aux yeux, et il a essayé de me faire croire que c'était la neige qui l'avait ébloui. Terminons avec Madame Hubbard. Je veux bien le dire maintenant, Madame Hubbard a joué le premier rôle. Et puisqu'elle occupait le compartiment adjacent à celui de Ratchet, elle était plus vulnérable aux soupçons. Et la nature des choses faisait qu'elle ne pouvait pas avoir un alibi très solide. Et pour tenir le rôle qu'elle a joué, celui de la mère américaine affectueuse, parfaitement commune et un peu ridicule, il fallait une artiste de talent. Mais il y avait une artiste de ce gabarit dans la famille Armstrong, la propre mère de Madame Armstrong, l'actrice Linda Arden. Ah, celle-là, je m'y attendais pas. Poirot s'arrêta. Alors, d'une voix profonde, aux multiples intonations, complètement différentes de celles qu'elle avait utilisées au cours du voyage, Madame Hubbard déclara « J'ai toujours rêvé de tenir des rôles de comédie. » Elle poursuivit songeuse. « Nous avons commis une erreur idiote dans notre histoire de trousse de toilette. Cela démontre une fois de plus qu'il faut toujours tout répéter à fond. Nous avions fait l'essai au voyage aller. J'imagine que j'étais dans un compartiment pair. Je n'ai jamais pensé que les verrous puissent être placés différemment. » Elle se redressa et regarda franchement Hercule Poirot. « Vous avez tout compris, monsieur Poirot. Vous êtes un homme exceptionnel. Mais essayez d'imaginer ce qu'a été ce jour épouvantable là-bas, à New York. J'étais folle de chagrin. Et les domestiques aussi. Et puis le colonel Arbuthnot qui était là également. C'était le meilleur ami de John Armstrong. Pendant la guerre, il m'a sauvé la vie, précisa le colonel. C'est ce jour-là que nous avons décidé, nous étions tous fous peut-être, je ne sais pas, qu'il fallait exécuter la sentence de mort à laquelle Cassetti avait échappé. Nous étions 12. 11 en réalité, puisque le père de Suzanne était en France. D'abord, nous avons pensé de tirer au sort celui qui serait chargé de la besogne, mais finalement, nous avons décidé d'agir comme nous l'avons fait. C'est Antonio, le chauffeur, qui a proposé cette idée. Marie a ensuite mis au point tous les détails avec Hector McQueen. Ils avaient toujours adoré Sonia, ma fille, et c'est lui qui nous a expliqué comment Cassetti, grâce à son argent, avait pu s'en tirer. Il nous a fallu beaucoup de temps pour que notre plan soit parfait. Il fallait d'abord retrouver la trace de Ratchet. Hardman y était parvenu. Il a fallu ensuite qu'on se débrouille pour qu'Hector et Masterman, ou l'un des deux au moins, entrent en son service. Eh bien, nous y sommes parvenus. À ce moment-là, nous avons discuté avec le père de Suzanne. Le colonel Arbuthnot insistait beaucoup pour que nous soyons 12. Cela lui paraissait plus conforme à l'ordre établi. Le poignard ne le tentait pas vraiment, mais il a reconnu que c'était la solution à bien des problèmes. Le père de Suzanne était partant. Suzanne était sa fille unique. Nous savions par Hector que tôt ou tard, Ratchet reviendrait en Europe par l'Orient Express. Comme Pierre Michel travaillait sur ce train, l'occasion était trop belle, et ce serait un bon moyen pour n'impliquer personne de l'extérieur. Naturellement, il fallait mettre au courant le mari de ma fille, et il a insisté pour l'accompagner. Hector s'est débrouillé pour que Ratchet choisisse pour son voyage un jour où Pierre Michel serait de service. Nous avions l'intention de retenir tous les compartiments de la voiture Istanbul-Calais, mais malheureusement, il y a eu un compartiment que nous n'avons pas pu obtenir.
Il était retenu de longue date. Pour l'un des directeurs de la compagnie, M. Harris, cela va de soi, n'a jamais existé. Mais nous ne pouvions pas prendre le risque d'être un inconnu dans le compartiment d'Hector. Et puis, à la toute dernière minute, vous êtes arrivé. Linda Arden prit le temps d'une pause. Voilà, monsieur Poirot. Vous savez tout. Qu'allez-vous faire? S'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi ne pas me mettre tout cela sur le dos? J'aurais volontiers donné à cet individu 12 coups de poignard. Pas seulement parce qu'il était coupable de la mort de ma fille, de son enfant, et de ce bébé que nous attendions et qui serait heureux aujourd'hui. C'était plus que cela. Avant Daisy, il y avait eu d'autres enfants. Et il y en aurait peut-être eu d'autres après. La société l'avait condamné. Nous avons seulement exécuté sa peine. Mais est-il vraiment nécessaire que tant de gens soient impliqués? Ce pauvre Michel et Marie, le colonel qui s'aiment. La voix de la tragédienne résonnait magnifiquement dans le wagon-restaurant. Cette voix profonde, riche en nuances qui avait bouleversé tant de fois le public de Broadway. Poirot regarda ses compagnons et déclara « Monsieur Bouc, vous êtes l'un des directeurs de la compagnie, qu'en pensez-vous » ? « À mon avis, Monsieur Poirot, répondit-il après s'être raclé la gorge, la première hypothèse que vous nous avez présentée était la bonne. J'en suis certain. Je propose que vous la soumettiez à la police yougoslave dès qu'elle fera son apparition. Partagez-vous mon avis, docteur ? Je suis entièrement d'accord, enchérit le docteur Constantine. Du point de vue de la médecine légale, je crois que j'ai pu me laisser aller à émettre des suppositions mal fondées. Dans ces conditions, conclut Poirot, après vous avoir soumis mon hypothèse, j'ai l'honneur de me dessaisir du dossier. La fin est malade. Je pensais pas qu'ils allaient finalement se détacher de toute possibilité de résoudre l'enquête. Plus que le choc qu'on ressent quand on découvre que tout le monde est coupable, le fait qu'ils décident d'un commun accord et que Poirot avait anticipé d'ailleurs cette fin, de choisir une ou l'autre des hypothèses pour finalement sauver les gens qui ont condamné une personne qui le méritait d'une certaine manière, si on peut dire qu'on a le droit de choisir. Je trouve ça génial. Mais d'ailleurs, en plus, je suis en train de me rendre compte que effectivement ils étaient 12, comme les 12 jurys, et que c'est comme si Poirot se faisait l'avocat et qu'après c'était au juge de décider. Il va falloir que je m'attelle à poster ça et que je poste ma prochaine vidéo, que je gère le live pour la semaine prochaine et que je passe mon concours. Donc là je suis genre sous l'eau. Mais ça va être fait, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'avoir assisté à la lecture. J'espère que ça vous a plu. Je regarde là, mais en fait vous êtes là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres envies. Qu'encore une fois, je vous le répète, mais si vous avez des envies spécifiques, n'hésitez pas à me le mentionner parce que j'aime bien aussi vous écouter et vous faire plaisir. Et sinon, j'aurai toujours des choses à vous proposer. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci à Agnès Fernandez, super sympa. J'ai hâte de t'y voir. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que Culture Move va porter un nouveau public. Et je me demande comment ça va se passer. Je suis très contente de faire ça. Et j'ai hâte de proposer du contenu pour d'autres gens. Voilà, je suis très contente. Bonne nuitée, bon week-end pour ceux qui se reposent également. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Culture Move à 21h pour un live sur l'amour et 5 manières de raconter l'amour à travers 5 romans différents. D'ailleurs, je vous ai même pas remercié, mais merci Knileti, merci Castrosama, merci Agnès Fernandez, 64 Olis, Oli MZR, merci à Petit Pédestre, à Ivre Mort pour la souscription, à Prose Inflammée pour la souscription. Également à Petit Pédestre pour l'abonnement. J'en oublie peut-être. Merci à Neo RMX. Je suis désolée si j'oublie du monde, il y avait pas mal de gens ce soir. Mais merci pour tout, merci d'être passé et on se dit à bientôt.